Partie 3. Ce n'est pas compliqué. Unité 9. Loisirs. Découverte. 2. Pour filmer vos vacances. Conseil d'un caméraman. Faites parler les images. Monsieur Crossley, quelle est votre activité principale? Nous faisons de la vidéo sur commande. Pour présenter quelque chose dans un grand magasin, par exemple, ou pour filmer une fête de famille. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos lecteurs comment choisir les différents plans pour une vidéo de vacances? C'est simple. Vous voulez filmer une excursion, par exemple. Pour commencer, vous choisissez un plan général pour montrer l'ensemble du paysage, le cadre. Ensuite, vous passez à un plan moyen, plus précis, pour montrer la route que vous allez suivre. Si vous voulez prendre votre famille ou des amis, il vaut mieux choisir un plan américain. Les personnages sont très présents dans le décor. Et si on veut aussi filmer des détails? Si on a un zoom? Les détails sont importants, bien sûr. Mais attention, un plan rapproché ou un gros plan peuvent montrer un détail amusant ou intéressant, mais il ne faut pas en abuser. Le but d'un film, c'est de raconter une histoire. Est-ce qu'il y a des trucs pour la perspective? Pour qu'un objet paraisse plus grand, par exemple? Il y a des trucs. Quand on veut donner l'impression que quelque chose est petit, il faut le filmer d'en haut. C'est ce qu'on appelle la plongée. Et pour insister sur la hauteur, il faut que la caméra soit située le plus bas possible. C'est une contre-plongée. Ce n'est pas très compliqué. Il faut apprendre à regarder, c'est tout. Facile à dire, mais comment? Il y a un bon entraînement pour ça. Lire des bandes dessinées. Les images de BD sont des images de cinéma qui ne bougent pas. 3. Micro-trottoir. Les Français et le cinéma. Je suis sur les grands boulevards. Les gens font la queue devant les cinémas. Monsieur, pourquoi allez-vous au cinéma? Les loisirs, pour moi, c'est le cinéma. Je vais au cinéma pour rire, pour pleurer, pour partager mes sentiments avec des inconnus, avec des gens comme moi. Je m'étonne toujours que beaucoup préfèrent rester assis seuls devant la télévision. Et vous? C'est la sortie idéale quand on est avec des copains. Oh, mais j'aime la télé aussi. C'est moins cher. C'est parce que le cinéma est trop cher que les gens y vont de moins en moins? Je ne crois pas que ce soit la raison. Et puis aujourd'hui, avec toutes les réductions, le cinéma ne coûte pas trop cher. Madame, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on va moins au cinéma qu'avant? Peut-être par paresse. Avec la télévision et le magnétoscope, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'horaire, il y a beaucoup plus de choix. Personnellement, je préfère le cinéma. L'ambiance de la salle, la lumière qui s'éteint, la musique, les premières images sur l'écran, c'est magique. Et pendant 2 heures, j'oublie tout. Et vous? J'adore les films comiques. Et je regrette que les gens n'aillent pas plus souvent voir les nouveaux films. Ça leur ferait du bien, ils seraient moins tristes. À la télé, ce n'est pas pareil, et on ne s'amuse pas autant. Il faut que j'aille au cinéma au moins une fois par mois. Est-ce qu'il est important pour vous qu'un film soit français? Avant tout, il est important que le film soit bon. J'aime bien le cinéma français, bien sûr, et nous avons de grands acteurs, mais j'aime aussi les films américains ou italiens, par exemple. En tout cas, si la télévision se porte bien, le cinéma n'est pas mort. C'était Sophie en direct des grands boulevards. À vous les studios. Unité 9. Culture en liberté. Bouillon de culture. 1. Un soir à l'opéra. Extrait A. Fanny Ardant, vous avez donc joué le rôle de la Calef. Vous n'avez pas une crainte quand même de jouer comme ça un rôle aussi énorme? Non, parce que la pièce existe en elle-même. Masterclass de Terence McNally a créé un vrai personnage avec des caractéristiques, avec des sentiments, des passions.
Bien sûr que le point de départ de cette pièce, c'est Maria Callas. Ceux qui veulent la reconnaissent, mais il y a un vrai personnage. Eh bien, non, ça m'excite. Oui, très bien. Alors, est-ce que, Callas, vous ne l'avez pas connu, Non. mais est-ce que vous aviez depuis longtemps une relation personnelle avec sa voix, intime? Oui, ça fait très longtemps que j'ai entendu Callas dans les opéras, dans les disques, dans les compacts-disques. Et je l'aimais comme ça, dans l'absolu. Je n'étais pas une puriste, je n'ai pas fait des recherches. C'est une voix qui m'a accompagnée depuis tout le temps. Depuis l'enfance? Oui, parce que mes parents avaient cette coutume de nous donner à chaque Noël un opéra. Alors, j'aimais beaucoup. Oui. Et il y avait souvent la voix de Callas. Extrait B. Oui, mais c'était plus qu'une diva. Aujourd'hui, c'est un mythe, c'est un personnage, un destin absolument Oui, parce qu'il y a extraordinaire. d'une part l'artiste avec sa voix et ce qu'elle a donné à l'opéra, et puis il y a d'une part sa vie, qui est comme une vie qui peut rentrer dans quelque chose de romanesque. Et puis une très belle femme, dans une époque assez excitante, c'était les années 50, les années 60. Donc au fur et à mesure des années, elle est devenue une légende. Ouais. Dans cette pièce-là, donc, où elle donne une sorte de cours à deux sopranes puis un ténor, elle apparaît comment dire, presque désagréable, revêche, plus enfermée en elle-même qu'ouverte aux autres. Oui, je pense qu'elle elle le dit elle-même, elle ne sait pas très bien s'expliquer avec les mots, et elle dit à la fin, si je vous ai semblé dur, c'est parce que je suis dure avec moi-même. Et au fond, cette pièce, elle est valable pour tout le monde, elle n'apprend pas que le chant. C'est comme sous prétexte d'une leçon de chant, c'est une leçon de vie. Je pense que quand on parle de Maria Callas, quand vous disiez qu'elle est rentrée dans la légende, elle a été toujours à la recherche de l'absolu. Toute sa vie a tendu vers être la meilleure chanteuse, la meilleure voix, pour arriver à cette chose toujours qui vous échappe. Et je pense que dès qu'on est dans la recherche de l'absolu, on est moins patient, on est moins compréhensif, on est moins tolérant. Unité 10. État d'âme. Découverte. 2. Si on prenait un café. Bonjour Barbara, comment ça va? Ça ne va pas du tout. J'en ai ras-le-bol de me lever à 6 heures tous les matins, de prendre le bus, puis le métro pour aller travailler dans un bureau où tout m'énerve. Le chef est en train de divorcer, il est insupportable. Ma collègue ne parle que de ses problèmes avec ses enfants. J'ai un nouvel ordinateur depuis lundi et je n'arrive pas encore à bien travailler avec. Eh bien, c'est normal que tu sois sur les nerfs. Mais essaie d'oublier tout ça. Ton chef est souvent en déplacement. Dans 15 jours, tu seras tellement contente de ton nouvel ordinateur que tu te demanderas comment tu as pu travailler sans lui jusqu'à présent. Et puis, tu es peut-être un peu fatiguée. Il est temps que tu prennes des vacances. Excuse-moi, mais je n'en peux plus. Tu penses peut-être que j'exagère, mais ça me fait du bien de parler de tout ça avec toi. Je te comprends. Mais enfin, ton boulot n'est pas mal, même s'il n'est pas génial. Et tu savais ce qui t'attendait quand tu as décidé d'aller habiter en banlieue. Tu aurais dû y penser avant de déménager. C'est drôle que tu me dises ça maintenant. Quand je craignais de mal supporter mon déménagement en banlieue, c'est bien toi qui me parlais de la campagne. Du plaisir de lire son journal dans les transports en commun. Tu es injuste. Tu pourrais au moins reconnaître que la banlieue est plus agréable que Paris pour les enfants. Pour faire les courses, se promener... Bof, on pourrait peut-être parler d'autre chose. Si on prenait un café? Unité 10. Culture en liberté. Bouillon de culture. 2. Philo, métro, bistrot. Extrait A. Pourquoi la philosophie est-elle devenue populaire, si même populaire? Et d'abord en librairie, Alors on peut même dire que depuis 2 ans, la chose la plus importante qui s'est passée dans l'édition, c'est le succès de ces ouvrages de philosophie. Alors, un titre particulièrement célèbre, c'est Le Monde de Sophie, du Norvégien Jostein Gaarder, 900 000 exemplaires en librairie et 350 000 en club, en France. Et c'est comme ça, pratiquement, enfin, peut-être pas dans le monde entier, mais dans de très 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 nombreux pays. Et puis alors, la philosophie se répand à toute allure dans les cafés. Quelle ville n'a pas aujourd'hui son ou ses cafés philosophiques? Alors ce qui se passe en effet, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la philosophie qui revient, c'est plutôt le grand public qui revient à la philosophie.
un petit peu en raison de cette espèce de crise de la politique, une crise d'ailleurs dommageable et inquiétante. Le déclin aussi des réponses toutes faites, apportées par les grandes religions, par les grandes idéologies, par une certaine illusion qu'on se faisait autour des sciences humaines quand on pensait que les sciences humaines, bien sûr utiles dans leur ordre, mais allaient tenir lieu de philosophie, allaient apporter du sens, des valeurs, une morale. Cette illusion a fait long feu, je crois, si bien que nos contemporains se sentent à la fois désorientés parce qu'ils n'ont plus vraiment de repères, ils n'ont plus vraiment de réponses toutes faites. Ils cherchent donc leurs propres réponses, et au fond, philosopher, c'est ça, c'est essayer de penser par soi-même pour chercher ses réponses. Oui. Extrait B. Est-ce qu'on peut se dire, après toutes les raisons que vous venez de donner, qu'il n'y a pas aussi un effet de la crise, c'est-à-dire la crise, les affaires, le chômage, une sorte de mélancolie des gens qui fait qu'ils ont envie de se poser à eux-mêmes des vraies questions et qu'ils se tournent vers les philosophes? C'est vrai qu'au fond, quand tout va bien, on a peut-être moins besoin de réfléchir. Et quand tout va mal ou quand les choses se déstabilisent, quand on ne voit pas d'issue, quand la politique ne répond pas, quand la religion ne répond plus, les gens sentent davantage le besoin de philosopher. Et vous alors, est-ce que vous êtes l'inventeur du café philosophique d'aujourd'hui? Mon seul mérite est d'avoir, au fil des semaines, accepté de débattre philo à l'improviste avec des inconnus. Et de là est né ce café, ce rendez-vous régulier, qui ensuite a fait fortune. Mais que des gens se réunissent pour parler philosophie, au fond, je ne peux pas être contre. Ma perplexité, disons, c'est le modèle socratique, c'est-à-dire des gens qui discutent en espérant que la vérité va jaillir comme ça de la rencontre des intelligences en faisant l'économie de tout enseignement. Comment que personne assume? Il y a la liste de tous les cafés de philo à la fin, mais c'est incroyable, ça se multiplie. Non, ne pensez pas qu'il y a autre chose. Il y a un besoin d'un lien social qui se manifeste, c'est-à-dire on va dans le café, c'est l'heure de la messe, on va plus à la messe, on va au café philosophique, on chante le karaoké, on défile dans la rue, c'est-à-dire les gens ont besoin de se rassembler. Unité 11. Opinion. Découverte. 3. Les Français et la télévision. On vit 20 ans de plus qu'en 1890, on travaille 2 fois moins, pourtant chacun se plaint d'être toujours débordé. Notre premier voleur de temps est la télévision. En France, elle est présente dans plus de 95% des foyers et nous retient en moyenne près de 4 heures par jour contre 2 heures il y a 10 ans. Notre journaliste a posé la même question à 4 personnes différentes. Combien de temps est-ce que vous passez devant la télé? Quelles sont vos émissions préférées? Je regarde la télé 1h30 ou 2 heures par jour environ. Le soir à 8 heures, je regarde les infos. Ensuite, je fais la vaisselle pendant la pub et la météo. Puis, vers 9 heures, je cherche une émission qui m'intéresse. J'aime surtout les reportages, les films sur les animaux. Moi, je n'aime que les films. Le reste ne m'intéresse pas. Alors, selon le programme, je passe de 2 à 3 heures devant la télé. Je déteste passer la soirée devant la télé, mais je regarde quand même les informations. Je trouve que les émissions sont nulles. Je préfère lire ou sortir. Maintenant que je suis à la retraite, je passe beaucoup de temps devant la télé. Je zappe. Et je finis toujours par trouver une émission qui me plaît. J'aime les films comiques et je regarde tous les matchs de foot. Malgré tout, je lis régulièrement le journal et je fais une partie d'échecs tous les soirs. Unité 11. Culture en liberté. Bouillon de culture. 3. La cuisine des amateurs. Extrait A. Donc nous sommes en direct du nouveau théâtre de Périgueux, où a lieu pour la 4e fois le salon international du livre gourmand. Et il y a des centaines et des centaines de livres avec des bons produits, des livres qui parlent aussi bien de la diététique, de la cuisine, des vins ou des grands chefs. Et puis, comme dans tous les salons du livre, il y a des conférences, des signatures de livres, des expositions, tout ce qui fait la vie et le sel d'un salon du livre, sauf que celui-ci est gourmand. Alors, on va passer à vous, professeur Jean-Philippe de Rennes. Alors, avec ce premier livre dont nous allons parler, vous nous avez apporté d'abord du pain fait maison. Vous faites votre pain. Oui, c'est un pain qui se fait très facilement parce que c'est un pain qui ne demande pas de pétrissage.
C'est un pain qu'on fait à la fourchette, qui est à la base qui est fait avec de la farine, mélange de farine complète et farine blanche, qui a de la levure, de boulanger, du yaourt, et puis ce que l'on veut d'autre, du sel. Ouais. Et il pousse en 2 heures dans une cocotte. Et c'est pour ça qu'il a cette forme, et la forme de la cocotte. Ouais. C'est très beau en plus. Extrait B. Et puis vous nous avez apporté une poitrine de veau farcie. Vous dites d'ailleurs dans les commentaires de cette poitrine de veau farcie, vous dites c'est un plat spectaculaire, c'est vrai, et amical. Qu'est-ce que c'est qu'un plat amical? Et d'ailleurs le mot amitié revient souvent. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, amitié, amateur, tout ça tourne autour de la même problématique. Et bien, c'est le plat que je fais en général quand il y a des fêtes. On peut le servir chaud, on peut le servir froid. Et quand on le voit arriver, ça donne une idée de convivialité et de plaisir partagé qui est toujours assez spectaculaire. Et alors, par exemple, il y a un chapitre que j'adore, c'est le chapitre sur les repas. Alors, il y a le repas, vous dites, il y a le repas de l'amitié, il y a le repas de famille, bien entendu, il y a le repas du rêveur solitaire, le repas de la séduction, il y a le repas, et il y a même le repas de l'insomnie. Mais dans votre passion pour la cuisine, l'amitié entre, c'est évident, mais je me demande s'il n'y a pas aussi de l'amour aussi qui entre. Oui, bien sûr, oui. Mais de l'amour pour les produits, pour les gens que vous invitez, pour... Oui, pour tout, oui, pour les hommes, pour ma femme, parce qu'après tout, je suis un cuisinier quotidien.